Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, 1829. Chapitre 13. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers. Puis deux forgerons de la Chiourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid, à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, asséné sur l'enclume appuyé à leur dos, fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalles, un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent, les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers. Après la visite des geôliers, le ferrage. 3 actes à ce spectacle. Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu'il mettait le feu à tous ses cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d'argot sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes. Et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes, dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. « Le condamné! Le condamné !» crièrent-ils tous en me montrant du doigt. Et les explosions de joie redoublèrent. Je restai pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour, bonsoir !» me crièrent-ils, avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux. Il sera rogné. Adieu, camarade. » Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade, en effet. La Grève est sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussai un cri, je me jetai sur la porte d'une violence à la briser, mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtai, j'appelai avec rage.
Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai, évanoui.